À peine remis de la première pandémie, les services de soins ont dû affronter une deuxième vague. Aujourd'hui, les applaudissements se sont tus, les aides promises se font attendre, reste leur courage et leur motivation. Nous les avons suivis durant 2 jours, ils nous ont ouvert les portes de leur quotidien, plongés au cœur des services Covid de l'hôpital de Libramont. Étage des revalidations, il est 7 heures, l'équipe de jour est à son poste. Les masques, Charlotte, gants et blouses de protection y sont imposés, le virus est partout, flottant dans l'air, déposé sur chaque objet. Premier réveil, premier contrôle des patients. Bonjour messieurs, il faut garder le masque monsieur, je vais faire votre glycémie. Eh ben vous êtes bien abîmés vous au doigt. Ouais. Il y a quelques années. Ah ouais. Voilà. Oui. 57. Donc on va pas faire l'insuline hein. Combien? 57. C'est bon ça. Donc on va manger tout de suite, on va vous apporter le repas, d'accord? Ça va. Ces contrôles glycémie, là, vous les faites régulièrement? Tout le temps, 4 fois par jour. La nuit a été bonne? Madame, elle vient de se réveiller. Oh bah dis donc. Une grasse mat. Les filles, dans la mesure du possible, vous essayez de lever tout le monde et de faire déjeuner tout le monde assis dans le fauteuil. Ce début de matinée n'a rien d'un petit déjeuner tranquille. Les 29 lits de cette unité Covid sont tous occupés. Le personnel tourne à plein régime, telle une fourmilière, apparence de désordre et de va-et-vient incessant. Est-ce que vous voulez que je vous serve le café? La petite moitié. Une petite moitié. Voilà. Merci. 93 de saturation et 59 de pulsation. Et vous n'avez pas l'oxygène. C'est bien, madame. Tous ici veillent aux mêmes tâches. Vérifier les températures, apporter les plateaux repas, mesurer les taux de glycémie, dresser une tartine, soutenir les premiers pas, contrôler les niveaux d'oxygène sanguin, verser une tasse de café, répondre aux familles, assurer les médications, rester attentif aux besoins de chacun. Encore une? Je mets du kiri cette fois-ci. Mais si on fait pas ça, ben... Il n'y aura plus personne pour nous soigner. Mais c'est ça. Et on peut pas... Enfin... On peut pas se permettre de prendre une pause et que ce soit vous qui en pâtissiez. Ça, c'est pas... Oui, prendre des pauses, vous C'est devez pas vous possible. décontaminer pour pouvoir aller manger. Oui, on doit ressortir, Mais oui. on doit... Mais bon, C'est pas gérable. en général, les pauses, on oublie, on n'a pas le temps pour ça. La priorité, c'est vous. J'ai vu depuis 8 jours que C'est c'était ça. vous. Voilà, différentes choses. Oui, la soleil qui arrive en plus aujourd'hui. Oui. On prend les paramètres 6 fois par jour. Et c'est super important parce que d'un jour à l'autre, la personne peut se dégrader énormément et on n'est pas à l'abri qu'il y a quelqu'un qui descende aux soins intensifs. Donc c'est important de vérifier très souvent. Tout faire pour maintenir les malades à l'écart des soins intensifs. Depuis la mi-octobre, cette unité est entièrement dédiée aux souffrants du coronavirus, 11 lits sur 12, occupés en permanence. Il est 8 heures, l'équipe de nuit dresse le bilan, transmet les données, une nouvelle journée commence, ici, 12 heures d'affilée. Et j'ai 89 de PaO2, donc j'ai pu diminuer à 60. Au niveau des aspirations... La plupart des malades sont sous sédation.
maintenus dans un sommeil profond, oxygénés et placés sous surveillance électronique permanente. Chaque pause commence par les soins corporels et un changement de position du malade. Voilà, il faut quand même veiller à ce que les paramètres de la patiente restent corrects durant la manipulation. Voilà. Ça demande quand même pas mal de personnel. 1, 2, 3. Ça va? On s'est rendu compte dans les pathologies Covid que les bases pulmonaires sont régulièrement mal ventilées, et d'où la nécessité de mettre les patients en décubitus ventral, justement pour que l'air puisse bien ventiler les bases pulmonaires. C'est une technique qui prend relativement de temps et qui est chronophage donc, et qui prend pas mal de personnel. Donc il faut qu'on soit au moins 3 ou 4, vu toutes les tubulures que le patient a, pour éviter de lui arracher ses tubulures. Faites régulièrement ça, aspirer? Je fais ça toutes les 3-4 heures, mais généralement quand il y a une nécessité de toute façon. Dégager les voies respiratoires et faciliter la prise d'oxygène, base essentielle de la lutte contre le coronavirus. Dans cette bataille menée de front avec les kinés de l'hôpital, tous les patients des soins intensifs sont reliés à des oxygénateurs. Pour retarder ou éviter l'intubation des malades, Vivalia a jeté son dévolu sur ces appareils à haut débit. Et là, ça vous fait du bien là, avec cet apport d'oxygène supplémentaire? Ah oui, là maintenant je suis à l'aise. Mais je suis toujours aussi fatigué quand je fais des efforts, hein, mais de la journée, je n'ai pas à me concentrer à absolument aller chercher le gramme d'oxygène. Le gros avantage de cet appareillage, c'est également de pousser l'oxygène au fin fond des poumons du patient. On en a 8 pour le moment, on vient de recommander 6 pour en avoir un maximum. Voilà. Et l'avantage sur l'intubation, c'est quoi? L'intubation, c'est-à-dire que là, on est obligé d'endormir les gens, de les mettre dans un coma artificiel, tandis qu'ici, ça permet au patient de rester conscient, de recevoir son oxygène, de pouvoir continuer à boire, à manger, voire même à parler. On va aller au 716. Au même moment, à l'étage de la revalidation, radiologues et pneumologues sont entrés dans la danse. Les visites et contrôles sont quotidiens. Inspirez bien fort et bloquez. Voilà. Respirez à votre aise, monsieur. Par contre, vous voyez qu'il y a une pneumonie complètement franche ici, à droite, qui plaide plutôt pour une surinfection bactérienne du Covid, raison pour laquelle on l'a mis sous antibiotique. C'est Noirel. Bonjour. Où est-ce qu'il va, monsieur Noirel? Il va vite. Il va vite, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout va bien sauf la respiration. Ouais. Oui, il est bas, oui. Respiration a l'air un peu coupée. Là. Voilà, tout à fait. J'ai encore ce problème-là. Sinon, j'ai plus de température, plus de problèmes intestinaux. Tout quoi. Et vous ressentez quoi là dans votre cage thoracique là, pour l'instant? C'est quelle sensation? Une impression de ne pas savoir respirer à fond. Vous prenez chercher votre respiration. Chez les personnes âgées, je dirais de plus de 75 ans, je vais dire le Covid touche tout le monde de la même manière. Enfin si, il y a des gens qui répondent mieux que d'autres, mais il n'y a pas de facteur de risque vraiment déterminé. Par contre, chez les jeunes, c'est les grands, costauds, diabétiques hypertendus. Okay. Et ça, c'est des personnes plus fragiles qui ont intérêt vraiment à faire attention. Je pense que tout le monde a intérêt à faire attention parce qu'on ne sait jamais qui on contamine. Mais il est clair que le grand costaud doit se méfier. Je comprends qu'on est mieux au lit, c'est sûr. Mais pour les poumons, c'est mieux le fauteuil. Pour vous, c'est peut-être mieux le lit, mais pour vos poumons, c'est mieux le fauteuil. Depuis la première vague, on en sait un peu plus sur le coronavirus, son développement, les risques de complications et la manière de le combattre. Le but du jeu maintenant, c'est de sortir de la chambre. Hein. Oui. Et dès qu'il n'y a plus d'oxygène, c'est bon, on peut rentrer. On a dû me mettre dans l'ambulance avec une chaise. Pour me mettre dans l'ambulance, j'étais faible, hein. Ouais. Très faible, voilà. Je tenais plus debout. Et c'est venu vite? Ça a été vite. Quelques pas dans le couloir, les premiers vers la sortie. Il en faudra bien d'autres
avant de franchir cette porte. La maladie est exténuante, le moindre effort consume ce qu'il reste d'énergie. Respirez bien. On ne s'imagine pas se retrouver lessivé, sans plus d'énergie, avoir cette respiration qui vous bloque au moindre exercice. Se laver le matin, ça relevait de l'extraordinaire. À devoir s'asseoir sur une chaise pour prendre sa toilette, c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Essoufflé, quoi. Si je vais aller d'ici à la toilette, eh ben, quand je reviens, je suis vidé, quoi. Le plus douloureux, c'était les brûlures sur le corps. Pendant plus d'une semaine, j'avais le dos qui brûlait, tout qui brûlait, c'était vraiment dur, ça. En phase initiale, on couvre les patients contre un risque d'infection avec des antibiotiques classiques. Il n'y a pas un antibiotique spécifique Covid, ça n'existe pas, puisque c'est un virus, je le rappelle. Et puis, en deuxième phase, lors de la phase inflammatoire, il est recommandé de placer le patient sous dose de cortisone, ce que l'on fait selon les recommandations Ciensado. Voilà, en gros, il n'y a pas de traitement extrêmement spécifique à l'heure actuelle. J'entendais qu'on mettait aussi parfois des anticoagulants, il y a des risques d'embolie. Tout à fait. Là, pour l'instant, dans le service, il y a donc une patiente qui développe des complications de type embolie pulmonaire et également une oblitération des artères au niveau de ses membres inférieurs. Donc c'est une maladie qui peut causer une thrombose veineuse et une thrombose artérielle également. Et ça, c'est dû au Covid? C'est dû au Covid, oui. Normalement, la fibroscopie arrive et la radio n'arrive plus. On le sait aujourd'hui, le virus peut évoluer très vite et les complications surviennent à tout moment. Sans prévenir, le taux d'oxygène de ce patient a chuté. L'intervention est immédiate. On est limite en oxygénation et donc on attend en urgence la fibroscopie pour... On pense qu'il y a énormément de sécrétions qui créent des bouchons dans ses poumons et donc seule l'aspiration permettra d'évacuer ces sécrétions-là. Ça va la position du tube, ça te paraît correct? Oui, attends, j'ai pas fait fort attention à ça, mais oui, tout à fait. Ouais. On peut le repousser un peu même. Oui, on peut le descendre un petit peu. 100 cm par la radio. Ouais. Le but c'était de voir s'il y avait des sécrétions importantes dans les bronches pour pouvoir les aspirer et pouvoir mieux ventiler le patient. Et là c'était plutôt positif. Là ici finalement donc il n'y avait pas de sécrétion abondante donc l'examen n'était pas vraiment utile mais ça répondait quand même à la question du médecin intensiviste pour voir s'il y avait un intérêt puisqu'on avait du mal à comprendre pourquoi l'oxygénation ne se faisait pas correctement. À partir de là, ils peuvent faire une radio et essayer de trouver une autre explication. Okay. Le coronavirus n'en a pas fini de garder ses mystères. Pour d'autres patients à l'étage, c'est le soulagement qui domine. Le suivi médical, les efforts fournis portent enfin leurs fruits. Vraiment, il n'y a pas d'oxygène, je vais vérifier. Voilà. Super ça. Ça va? Ah, magnifique, hein. Je suis vraiment content. Merci. Moi, à mon avis, demain, c'est bon. Ah, cool. Aujourd'hui, peut-être... Non, mais c'est bien, oui, c'est voilà. Vu comment ça s'est passé, c'était un peu juste. Mais demain, je vous laisse partir, sans aucun problème. Génial, bonne nouvelle. Merci beaucoup. Génial, merci. Je peux voir la radio? Oui. Soulagé, bonne nouvelle. Oui, ça fait du bien. C'est ce qu'on attend quand on arrive ici. Hein. Ouais. C'est une des choses les plus difficiles, c'est de ne pas savoir dans le temps où on va. Et ouais, là, franchement, hein, c'est un soulagement. Ça fait du bien. Les vêtements sur le lit, vous êtes prêts pour le départ? Tout à fait, oui, c'est un grand jour. Ouais, vous attendez ça avec impatience, je crois, j'imagine. Oui, quand même, oui. Vous avez eu le feu vert quand? Ce matin, donc le docteur m'a permis de rentrer. Ouais, je me sens quand même déjà beaucoup mieux depuis 3 jours. Vous allez faire quoi, les premières choses que vous allez faire en rentrant à la maison là? Oh, je crois que je vais encore me reposer. Je sens que je suis encore très fatigué, donc je me reposerai un petit peu en rentrant. Donc en mesure de protection, il aura le tablier, le masque et on va lui mettre des gants aussi. Qui pourra acheter à la sortie. Excellent après-midi. Hein,
Au revoir. Au revoir. Vous descendez par les ascenseurs ici, sur votre droite, monsieur, au -1. Il faut qu'on vienne vous chercher à l'accueil des urgences. Je vais au -1. Ok, ça Voilà. va. Merci. Au revoir, que ça aille Au bien. revoir, Hein. merci beaucoup. Ils sont sortis, j'avais la 704 et la 705, je ne sais pas si ça avait déjà été. Tous ne connaîtront pas le même espoir. Entré quelques jours plus tôt, ce patient vit ses dernières heures. Exceptionnellement, ses proches, épouses, enfants, petits-enfants, sont autorisés à l'accompagner pour un ultime au revoir. Seul visiteur admis dans cette unité, un par un, chacun à son tour. Malheureusement, oui, on doit faire face à des décès et c'est... Je ne vais pas dire que c'est facile, hein. Bien sûr que c'est difficile, mais on se soutient les uns les autres et on essaye de faire le maximum pour que la personne soit confortable, soit au mieux et ne souffre pas. C'est ça surtout qui est important. Non, non, parce que de toute façon, son test il date de quand, hein, lui? Oui, du 26 le test, qui avait été fait et qui était positif. Donc il faudra de toute Rester façon à rester l'écoute, encore un peu en être au plus proche des patients et de leurs familles. Malgré les tablettes mises à disposition, l'interdiction des visites est une des mesures qui pèsent sur le moral. Sans cesse, il faut alors expliquer, conseiller, rassurer. Quand on regarde à la télé, on se dit on exagère. Non, on n'exagère pas du tout. C'est remarquable de voir ce qu'elles font toutes et la manière de le faire. Je veux dire, ça fait partie de la guérison. Elles sont, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes ou les médecins, ils sont là, ils essayent de prendre le temps avec tout le monde, même si c'est pas facile. Et dès que j'appelle, je n'ai jamais dû attendre plus de 2 minutes. Ce sont des jeunes, et moins jeunes, qui bossent, mais ils sont souriants. On ne saurait pas dire qu'ils sont sous pression. Ils sont tellement souriants, rassurants et gentils que je suis étonné, franchement. Ça fait du bien. Être au chevet de ses patients. Pour les infirmières et soignants que nous avons vus à l'œuvre, c'est bien plus qu'une expression. La crise Covid a mis au jour des conditions de travail déplorables. Fatigue, stress, surmenage, manque de temps, de personnel. Les heures supplémentaires s'enchaînent, la vie de famille en pâtit. Lors de notre reportage, nous avons essuyé des larmes, entendu des appels à l'aide. Nous les avons vus assumer leur journée de travail sans se ménager, sous un masque, sans pause, sans boire, ni manger. Et ce ne sont pas les primes ni les chèques repas, encore moins les paniers de fruits, nous dit-on, qui amélioreront la situation. Est-ce que c'est comme ça tous les jours? Ça dépend de la stabilité des patients. Si les patients vont bien, ça va bien. Si les gens ne vont pas bien, forcément on prend plus de temps auprès d'eux et le temps peut être vite pris. On fait comme on peut avec le personnel qu'on a pour le bien de nos patients, pour être sûr qu'ils aient tout et à s'en priver nous. Donc plus de personnel, plus de bras, plus de... Ça veut dire qu'on prend sur soi? Oui, beaucoup. Dans quelle mesure on prend sur soi? On boit pas, on mange pas, on va très peu, voire quasi pas de la matinée aux toilettes. Moi j'aime vraiment bien ce que je fais et j'aimerais vraiment bien rester ici, mais c'est vrai que des journées très lourdes, comme il peut y en avoir, ou sur 12 heures de travail, on n'a pas vraiment le temps de se poser, de manger. Je ne suis pas sûr de savoir le faire jusqu'à 67 ans, l'âge de la pension. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on reconnaisse que c'est un métier pénible, difficile, un très beau métier, mais qui est difficile, et qu'on ne peut pas se dire, n'importe qui peut le faire, qu'on ne peut pas se dire, c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à 67 ans,
Parce qu'à 67 ans, c'est difficile de prendre en charge des gens qui sont à l'article de la mort, qu'il faut réanimer. Je pense que c'est un métier à part, c'est vraiment, vraiment un métier à part. Cette deuxième vague a placé le personnel soignant sous extrême tension, au point que les autorités et directions ont été contraintes de faire appel à des volontaires. Elle a 10 ans quand même d'expérience aux urgences à Bouche, mais au niveau de Libramont, elle ne connaît pas du tout. Ça va? Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qu'elle ne sait pas, c'est normal. Ça va? On fait comme ça. Infirmiers occupés à des tâches administratives ou en pause carrière, enseignants et même retraités, les horaires s'établissent en fonction des besoins et des disponibilités. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est au jour le jour parce qu'il y a eu pas mal de personnel qui est aussi malade. Ça change aussi tous les jours. Il faut aussi prendre en compte, on joue vraiment avec l'occupation en fait des unités. Donc on fait un peu les renforts au jour le jour pour voir où on peut retirer peut-être du personnel pour aller renforcer d'autres unités. Donc c'est vraiment une organisation au jour le jour et sur du long terme, ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'énergie, c'est pas possible pour le moment. On va laisser et donc on va mettre 40. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, comme je vous ai dit au cours, vous devez toujours régler les alarmes en fonction de votre patient, de l'état clinique de votre patient. D'accord ? Maintenant, je sais que mon patient, il est à 40. Malgré tout, le métier d'infirmier attire encore. Aux soins intensifs, 2 étudiants entament leur stage de dernière année, à peine le temps de découvrir le service et déjà les premiers gestes techniques. Moi, personnellement, on m'a mis 5 semaines, mais ça va, ça permet d'évoluer aussi professionnellement. Ouais. Et vous aviez un peu des craintes à venir ici en soins intensifs, unité Covid? Oui, c'est sûr. La première crainte, c'est de l'avoir déjà, parce que c'est pas facile de l'avoir. Et puis après, on a une famille derrière, qu'on a peur de contaminer. C'est ça qui fait un peu plus peur. Voilà, comme ça. Ben voilà, c'est parfait. Éviter d'être contaminé. Les services Covid disposent cette fois de matériel de protection fourni en suffisance. Mais les gants, masques, blouses, gel, savon ne serviraient à rien, nous a-t-on répété, sans leurs collègues de l'entretien. S'il y en a qui craquent, il y a toujours des gemmes de sécurité. Discrètement, efficacement, ils poignent dans des sacs souillés par le virus, nettoient et désinfectent les moindres recoins. Et vous non plus, vous n'arrêtez pas. Heureusement qu'ils sont là, eux. Ça demande plus de travail dans les unités Covid? Oui, c'est plus dur du fait que il faut passer plus de temps partout et alors fatalement, comme vous le voyez, on doit s'équiper en conséquence, bien se protéger. C'est assez épuisant à force d'avancer, mais grâce au soutien un peu entre collègues et la motivation, on garde la force de faire au mieux qu'on peut. Et elles ont laissé la bonbonne ici. Ça va? Ça va mieux? Vous pouvez venir, monsieur, et je vais glisser la bonbonne après en dessous. Ça va? Tout va mieux en effet pour ce patient entré une semaine plus tôt aux soins intensifs. Malgré l'apport d'oxygène, encore et toujours, ses données sont stables, il peut rejoindre l'unité de revalidation, prochaine étape en vue de la guérison. Et voilà, un patient qui vient de sortir des soins intensifs, c'est un soulagement, c'est une petite victoire pour vous, j'imagine. Surtout une victoire, oui. Une évolution positive comme ça fait du bien. Ouais. Et, voilà, pour voir le patient aussi content et bien, c'est réconfortant. Vous allez faire quoi là maintenant dans la pièce? C'est préparer déjà la pièce pour oui, la une pièce nouvelle... va être nettoyée, donc il faut tout vider et puis après on préparera pour un prochain patient. Tout soit prêt quand le patient arrive. Se dépêcher, toujours. Le temps est compté. Depuis un mois, le service fonctionne à flux tendu. À chaque départ, s'enchaîne une admission. N'ayez pas peur, monsieur, ça va glisser, rouler vers le sol.
2, 3. Voilà. Ça va, monsieur? Le fait de faire remonter des patients à l'étage ou d'accueillir des patients chez nous, ben là, ça nous prend du temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il faut compter, je pense, au moins une bonne heure de travail par entrée et par sortie, quoi. Et donc le temps qu'on prend, on ne peut pas le passer à surveiller d'autres patients. Donc voilà, il faut se dispatcher le travail. J'avais attendu ce qu'elle a dit. Elle a dit on se revoit vite. Oui. Voilà, il faudra bien garder la main comme ça. On va un petit peu raser là. Je vais endormir la place. Ouais. Et puis on mettra le cathéter. Tu peux le déballer. Oui. Là, ce que vous faites, c'est systématique à chaque entrée? Systématique. Systématique. Ça permet de mesurer en continu la pression artérielle ainsi que les échanges gazeux sanguins, donc l'oxygénation du sang, le CO2 dans le sang et l'acidité du sang. Okay. Vous savez bouger la jambe ici? Les premières heures, ça nécessite plus d'observation. Oui, c'est clair. Parce qu'en général, les patients qui arrivent chez nous, c'est un patient qui était depuis quelques heures très instable à l'étage. Ouais. Donc c'est clair qu'il va falloir les avoir à l'œil pendant quelques heures. Surveiller, contrôler, soigner, tenir bon jusqu'à la fin de la pandémie, espérer que le pic de ces dernières semaines retombe le plus rapidement possible. On va s'en occuper. Ben, j'aimerais bien parce que... Hier on a eu 2 sorties, les lits ont été occupés dans les 10 minutes, quoi. Le service est plein, ça aussi c'est quand même... Il n'y a pas une place, quoi. Donc la crainte c'est qu'on soit amené à devoir faire des choix. La crainte, non, les choix ça on n'en fera pas. Enfin je veux dire ça c'est quelque chose de journalistique. Ouais. On soignera les gens qui doivent être soignés et s'il faut les garder dans des conditions différentes, on les gardera dans des conditions différentes. Ouais. Des choix on va pas en faire, on va pas décider qui on tue, hein, c'est certain. On va faire des transferts, peut-être en extra-provincial, peut-être en Allemagne, peut-être au Luxembourg, je sais pas. Des choix il n'y en aura pas. Dans des gens très malades et des gens qui vont mourir, ça il y aura. Mais des choix, ça, je pense pas. Le problème, c'est que on est tellement à flux tendu qu'on espère que ça va pas durer trop longtemps. Je pense qu'on peut tenir 15 jours, 3 semaines comme ça, dans l'enthousiasme et l'adrénaline générale. Si ça dure 2 mois, ça va être très très compliqué. Demain, elle sature bien son oxygène. Elle aimerait rentrer. Elle va pas rentrer tout de suite. La journée touche à sa fin. Nouvelle réunion d'équipe et passage de témoins. Puis, quitter la zone Covid et espérer que demain sera un peu mieux qu'aujourd'hui.